un applaudissement, s'il vous plaît. Professeur Sami Béchar, donc directeur Béchar, donc directeur général de Direction générale de l'enseignement supérieur, Samir. Alors, Madame Wolfa Danihi, donc de la Direction générale des normes de la certification du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, avec vous. Alors, Monsieur Anis Rassi, donc de l'Agence tunisienne d'évaluation et d'accréditation, l'APA. Madame donc la doyenne de l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. On aura aussi avec nous à distance donc notre chef, Madame Lily Yachnidi de l'Université de Sousse, qui va être connectée avec nous, la régie. Donc on aura la confirmation par la suite. Et M. Rachel Chili, donc membre du bureau exécutif national de l'UTUCA. Merci. Merci, chers panélistes, chers experts d'être avec nous dans cette manière de toute expérience et État en Tunisie. Et je commence donc la première question autour des microcrédits et je commence par professeur Mounir Aliadi, donc merci d'être avec nous, Mounir. Donc je vais vous adresser deux questions et donc à vous donner la liberté de répondre. Voilà, si vous dites donc, donc la stratégie du ministère prend-elle en compte les microcrédits et les microcertifications dans la validation des parcours académiques. Et par rapport à ça, quels sont les obstacles qui freinent l'intégration des microcrédits et microcertifications dans les cursus universitaires? Merci Madame Saïd. Bonjour tout le monde. Pour répondre à la question, c'est une question qui concerne les crédits et les certifications. Je vais commencer par les certifications. Sur les micro-certifications, c'est des formations de courte durée qui sont ciblées, mais aussi il y a la question de la certification. Comme vous le savez, donc, la certification, c'est en plus c'est un atout pour le diplômé lorsqu'il va être sur le marché de l'emploi. D'après ce que je sais, c'est que dans les années précédentes, il y avait la certification, par exemple en informatique, avec le contrat de notre ministère avec Microsoft, donc les C2I qui ont été implémentés dans différents établissements universitaires. Après, le contrat avec Microsoft s'est arrêté et donc ces certifications n'ont pas été renouvelées et cela n'a pas permis aux établissements d'offrir des certifications en informatique, par exemple, informatique bureautique, par exemple, pour des étudiants dans différentes disciplines. La première chose que j'ai fait lorsque je suis devenu directeur général de la DGRU, c'est que nous avons lancé une enquête à grande échelle, enquête nationale pour recenser les besoins des établissements universitaires, des universités, des administrations et aussi du ministère, pour recenser quels sont les besoins en termes de certification, formation et certification. Et nous avons réalisé cette enquête au cours du mois d'avril, mars-avril. Nous avons recensé des domaines, nous avons vu quels sont les besoins essentiellement des établissements universitaires. Et au même moment, au mois de mai, nous avons été sollicités par le ministère des TIC trois ministères ont été sollicités, l'éducation, l'enseignement supérieur, recherche scientifique et formation professionnelle, donc emploi et formation professionnelle, pour donner leurs besoins en termes de certification. Et donc c'est le ministère d'éthique qui pilote cette action. Et heureusement que nous avions réalisé cette enquête parce que nous avons des chiffres, nous avons vu quelles sont les certifications demandées
par les établissements pour les étudiants, pour les enseignants et aussi pour l'administration. Et dans différents domaines, en informatique bureautique, en développement web, en intelligence artificielle, en IT, en microélectronique, dans différents domaines, en développement personnel, en langue, des certifications en langue, et aussi en tout ce qui est compétences personnelles et tout ça. Donc nous avons recensé tout ça, et puis nous avons fait plusieurs réunions au parc Parc Brasella, pour donc chaque ministère il a défini ses besoins. Nous avons donc fait plusieurs itérations pour qu'au final nous sommes arrivés à fixer les besoins des 3 ministères, et un appel d'offres est en cours avec financement garanti, tout ça. Donc notre ministère va avoir un financement de 2 millions de dinars sur les 3 prochaines années, et dans des certifications, selon bien sûr cet appel d'offres, donc les entreprises ou bien les bureaux qui vont répondre aux formations de certification, et on va essayer de regarder comment dispatcher ces certifications entre les administrations, l'université et les établissements. Mais là, il faut faire très attention à une chose importante, il ne faut pas que ça soit de l'argent jeté par la fenêtre. Nous avons remarqué, j'ai une expérience dans les formations d'ingénieurs, lorsqu'on offre des certifications aux étudiants, tout le monde s'inscrit, et après, très peu continuent à suivre la formation jusqu'au bout, et très peu passent la certification, et au final, parfois, on a 0 étudiant certifié. Donc l'objectif final n'est pas atteint. Aujourd'hui, le ministère d'éthique, il va regarder les indicateurs. C'est-à-dire si, en termes de genre, d'étudiants, ou d'administration, ou d'administratifs, ou d'enseignants, on a des chiffres faibles de personnes certifiées, ils peuvent revoir à la baisse le budget pour l'année suivante. Donc c'est bien beau de parler de certification, mais aussi il faut que les acteurs soient sensibles. Il y a des financements derrière, et c'est des financements qui permettent la gratuité de ces offres de certification à nos étudiants. Il faut savoir qu'une certification, elle coûte par exemple de $150 sur le marché. Nous, on peut l'avoir pour $20 par exemple. C'est la même, parce que c'est une offre spécifique avec la masse, la grande masse et tout. Donc les étudiants doivent être on doit les sensibiliser par rapport à ça. Donc on va revenir vers les universités et les établissements pour qu'ils justifient les besoins réels en termes de certification. Et ces certifications doivent être valorisées ensuite. Et ça, c'est une question qui a un aspect juridique. Cet aspect juridique, il est important. Comment valoriser les certifications en termes peut-être de critique aussi, et dans les plans d'études. Comme vous savez, donc, il y a une grosse campagne d'habilitation qui va commencer. Donc elle va commencer dès que Monsieur le ministre signe demain la circulaire, qui va être diffusée donc, à tous les établissements. Vous avez une fenêtre de 2 mois, fin octobre, fin décembre, pour déposer les dossiers. Donc j'invite à tous les établissements à travailler sérieusement les dossiers pour la nouvelle campagne. Essentiellement, je parle de licences. D'accord? Parce que toutes les licences ne seront pas reconduites l'année prochaine. Les masters, on peut négocier. Mais les licences, il faut déposer le dossier cette année. Et vous avez les établissements une fenêtre octobre-décembre. Parce qu'après, il faut laisser le temps aux commissions nationales sectorielles pour travailler. Donc, il faut peut-être, on laisse aussi la liberté aux établissements d'intégrer les notions de microcrédit ou micro-certification ou certification ciblée dans ces plans d'études. Et autre chose importante, c'est que nous avons, Madame Lille, elle est là pour en témoigner, nous voulons aussi intégrer l'intelligence artificielle dans toutes les licences. Et nous avons, grâce à Madame Lilia, nous avons une piste pour les intégrer dans toutes les licences avec 8 heures de formation spécifique. C'est-à-dire toutes les licences, la physique, ou la chimie, ou la mécanique, ou la philo, ou la lettres, ou la arabe, toutes les licences doivent suivre les mêmes heures de formation qui peuvent être certifiantes en termes d'intelligence artificielle. Après, on laisse les établissements, selon leurs spécificités, selon les moyens dont ils disposent, pour aller plus loin dans ces formations.
Donc c'est déjà intégré tout ça dans la nouvelle campagne d'habilitation qu'on vous invite. Hein. Je pense que tous les établissements ont reçu des guides et un conseil, n'attendez pas le ministère pour qu'il vous assiste dans la campagne d'habilitation. Prenez le devant, essayez de trouver des fonds avec les universités, il y a des fonds quelque part là, pour engager des experts, faire des formations, former les équipes pédagogiques pour rapidement déposer les dossiers d'habilitation. Donc voilà, j'ai essayé de résumer rapidement plusieurs points qui sont en relation avec cette thématique. Un grand merci Simone pour cet éclairage complet, stratégique en fait. Et ce projet-là, donc de certification, ce grand projet, donc je crois que ce sera une porte d'entrée des microcrédits. Donc pour commencer à penser comment donc, valoriser ces certifications en termes de microcrédit et donc l'appliquer, l'implémenter au niveau de notre système d'enseignement supérieur. D'ailleurs, Madame Céline, la certification ne concerne pas uniquement les domaines sciences exactes ou techniques. Aussi, elles doivent concerner tout ce qui est domaine social, sciences humaines, et voilà, lettres, littérature, linguistique. Tous, ils ont le droit, ou ils doivent, ces certifications doivent être intégrées dans les offres de formation et les nouvelles offres de formation qui seront proposées par les établissements. Un grand merci Simoniel, donc voilà, un grand merci à vous. Je vais passer, si vous permettez, à Madame Yachniti parce qu'elle a un problème de connexion, je crois. Elle a demandé donc de passer rapidement, juste et pour faire transition par rapport à ce que vous avez dit, donc Monsieur Mounier. Donc Madame Yachniti a un bonjour et merci d'être avec nous. Je ne sais pas, est-ce qu'elle elle est déjà avec nous. Donc je vais. Oui. Oui, voilà. Je vais donc, Madame Ligné, donc je vais vous poser donc, deux questions et à vous de donc la liberté de répondre. Alors, par rapport au numérique, comment le numérique peut-il faciliter la mise en œuvre des microcrédits, des microcertifications? Et la deuxième question, donc quel outil pourrait accompagner la transition vers un enseignement supérieur basé sur les compétences et les certifications? Juste tout en sachant, donc j'ai l'information et Madame Ligné pourra me rectifier. J'ai l'information que Madame Ligné elle a encadré une thèse en microcrédit, microcertification. Voilà, donc elle pourra nous en parler puisqu'elle a fait toute une thèse, donc elle a encadré une thèse. Donc dans ce sens-là, c'est intéressant d'appliquer l'aspect recherche par rapport à tout ce qu'on est en train de dire depuis le matin. Merci. Merci beaucoup Madame Lesline de m'avoir associée à ce panel. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, Madame Lénia. Très bien, merci. Merci beaucoup. Donc je m'excuse de me connecter en ligne. J'assiste à une très belle conférence sur Digital Arab Universities. J'ai intervenu ce matin sur la digitalisation pour les étudiants. Coïncidence, beaucoup de sessions parlent de micro-credentials, des micro-certifications. Donc je suis vraiment très contente qu'en Tunisie, la réflexion elle est engagée par rapport à la mise en place de ces micro-certifications. Et c'est le cas de plusieurs universités qui essayent de se rapprocher davantage du marché de travail. Donc très rapidement par rapport aux deux questions proposées par Madame Nesrine, je voudrais dire que nous, moi en tant qu'enseignante-chercheur et ayant fait partie de plusieurs comités de travail sur le plan d'études de master, etc. Donc nous avons toujours fait appel au numérique pour pouvoir concevoir nos dispositifs de formation et j'estime que le numérique pourrait vraiment faciliter la mise en place de ces micro-certifications. Mais je voudrais, suite à la présentation de notre cher professeur invité, j'estime que le numérique pourrait nous apporter trois principales choses essentielles pour la mise en place de micro-crédits, micro-certifications. Première chose, et ça a été l'objet du travail d'encadrement que j'avais assuré, c'est permettre une individualisation, une flexibilité des parcours d'apprentissage. C'est-à-dire, sur la base des micro-certifications,
micro-certification collectée, on pourrait imaginer des parcours qui seraient adaptés au profil de chaque apprenant. Un deuxième aspect assez important, c'est de pouvoir, et surtout, je pense que cette piste, elle serait vraiment très intéressante pour nos parcours d'apprentissage, c'est la reconnaissance des compétences transversales et extra-académiques. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans plusieurs parcours, et je donne par exemple l'exemple des formations doctorales, où les apprenants sont appelés à avoir des compétences transversales ou à assister à des séminaires pédagogiques et à d'autres formations. Donc toute cette collecte d'informations ou de formations qu'ils ont suivies pourrait être valorisée à travers des microcrédits et on peut avoir bien sûr des plateformes qui peuvent nous appuyer dans ce sens. Un troisième aspect, donc on a d'abord le premier qui était l'individualisation, la personnalisation. La deuxième, c'est la reconnaissance de compétences transversales. Et un troisième aspect où le numérique pourrait vraiment nous aider, c'est surtout l'interopérabilité et la reconnaissance internationale. Maintenant, on voit très souvent que nos étudiants sont sur LinkedIn en train de partager des certificats, des diplômes, etc. Et donc, l'échange de cette information, l'échange de toutes ces attestations à travers différentes plateformes pourrait être facilité. Et donc, avec ça, on pourrait utiliser le numérique pour garder la traçabilité justement de cet échange de toutes ces micro-certifications. Et ça a été, en fait, cet aspect, on l'avait abordé dans un travail d'encadrement. Maintenant, pour la deuxième question, où vous m'avez demandé de réfléchir sur les outils qui peuvent justement nous appuyer dans ce sens, alors pouvoir justement arriver à reconnaître, à valoriser ces efforts faits dans d'autres cadres académiques ou professionnels. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai écouté hier dans certaines sections où on avait évoqué que, par exemple, il y a des étudiants qui terminent leur parcours, par exemple d'ingénieur, partent dans le monde industriel, sont pendant 2 ans dans une entreprise et après souhaitent réintégrer l'université et donc la valorisation aussi de ce qu'ils ont acquis en termes de formation pourrait être faite à travers aussi un certain micro-crédit. Mais maintenant, quels seraient les outils qu'on pourrait utiliser? D'abord, on peut avoir une première catégorie d'outils, des outils qui permettent de certifier et de reconnaître ces micro-crédits ou ces formations qui ont été suivies. Je vois que mon ami, ma chère amie, professeur Benjamin Amal, est dans ce panel et elle pilote un projet innovant sur les open badges qui peuvent justement aider par rapport en termes de numérique, par rapport à la certification, à la reconnaissance de ce qui a été fait, mais aussi un deuxième outil dont on avait parlé il y a plusieurs années, mais qui revient maintenant de plus en plus, qui est l'outil portfolio. Parce qu'en ayant un outil portfolio numérique, on peut justement regarder ce que l'apprenant va collecter et va présenter en termes de micro-certification et faire justement le suivi et centraliser en quelque sorte tous les badges collectés. Une deuxième catégorie, donc on a la catégorie de certification, la deuxième catégorie serait une catégorie d'outils qui permettent l'apprentissage modulaire et on voit maintenant que plusieurs universités dans le monde proposent en fait sur leur site web déjà un accès à une plateforme où on a des micro-certifications. Ça, ce serait intéressant aussi pour déclencher l'ouverture de l'université sur son environnement et peut-être la formation tout au long de la vie. Donc des plateformes d'apprentissage modulaires qui peuvent justement appuyer cette crédit. Et enfin, une dernière catégorie d'outils très importante qui sont les outils de gestion institutionnelle. C'est-à-dire que, imaginons qu'un apprenant ramène des attestations, des micro-certificats, ce qui est important, c'est cette traçabilité. Cette traçabilité pourrait être faite à travers, par exemple, les technologies de blockchain. Donc, on peut justement sécuriser tous ces processus, mais aussi garder cette intégrité, cette transparence dans tout ce processus. Je finis par dire que j'estime que cet axe de micro-certification, à mon avis, c'est une
opportunités en or. On parle toujours du gap qui existe entre le monde académique et le monde industriel. J'estime qu'à travers ce framework, ce mécanisme, il y aurait certainement un rapprochement entre ce que les entreprises souhaitent et ce que les universités sont en train de proposer. Par exemple, une idée que j'ai écoutée hier qui m'a semblé hyper intéressante pour nous, on pourrait faire afficher les compétences acquises par chaque apprenant chaque année de manière à ce que l'entreprise regarde au fur et à mesure ce que l'apprenant est en train d'acquérir en termes de compétences et en termes de microcrédit. Ceci facilitera, et maintenant je reviens à une casquette d'un profil que j'avais en tant que directrice des stages, ceci facilitera aussi la recherche de stages chez nos étudiants. Parce que parfois, quand nos étudiants cherchent des stages, ils n'arrivent pas à présenter clairement quelles sont leurs compétences. Et donc, j'estime qu'à travers des plateformes de micro-certification, des plateformes qui rendent visibles les compétences et les microcrédits aussi qui ont pu être obtenus tout au long du parcours de l'apprenant et au fur et à mesure de son avancement dans son parcours pourrait l'aider fortement, non seulement à la recherche d'emploi une fois qu'il termine, mais aussi en cours de formation pour trouver un stage. J'ai terminé ma réponse par rapport aux deux questions et je vous remercie fortement pour l'opportunité de me donner l'opportunité de partager certaines réflexions par rapport à cette thématique. Un grand merci, Madame Lilia. Donc, c'est très intéressant ce que vous avez dit. Donc, un grand merci à vous. Donc, vous avez éclairci un peu le schéma par rapport à tout ce qui est numérisation. Vous avez parlé de tout ce qui est l'importance de permettre l'institutionnalisation des parcours d'apprentissage, au pouvoir de la connaissance, donc des compétences transversales aussi techniques. Donc, c'est très important aussi les techniques, parce que parfois on pourra trouver donc des certifications, des certifications, tout ce qui est technique. Et aussi, donc, vous avez parlé donc tout ce qui est interopérabilité et connaissance donc à l'international. C'est très important. Et aussi, donc l'idée de ce que vous avez dit, de tout ce qui est donc permettre à l'étudiant d'avoir un stage aussi, peut-être un micro-certification ou bien un microcrédit, donc un stage qui est complété avec un certif qui peut-être pourra être obligatoire. C'est une très bonne idée peut-être pour compléter un peu le parcours de l'étudiant et s'assurer donc qu'il a eu donc toutes les compétences nécessaires. Et c'est bien pour lui pour augmenter l'employabilité de l'étudiant. Donc un grand merci donc Madame Lilia. On aura par la suite c'est sûr une session de questions-réponses pour poser des questions. Et donc je passe à la question suivante et je remercie notre cher invité donc notre expert éminent donc Sissemir Béchar donc d'être avec nous, donc directeur général de l'enseignement supérieur. Et je m'adresse à vous Sissemir, donc merci à vous d'être avec nous. Et ma question pour vous, donc, quel est le rôle du ministère qui pourra jouer pour permettre en place un cadre national de certification? Et j'ai entendu parler en fait, Sissemir, d'un grand projet de l'UNESCO qui porte sur les certifications. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu, donner donc les grandes lignes de ce projet-là, quel est l'impact et la valeur ajoutée de ce projet par rapport à ce qu'on est en train de dire, tout ce qui est micro-certification, microcrédit? Merci. Merci Céline. Avant tout, je vais être bref dans ma communication. Mon discours va être dans le micro, peut-être dans le contexte de la thématique de micro-certification. Ensuite, alors, je vais être bref dans ma communication. Alors, ma communication consiste à donner un aperçu par rapport à ce qui a été dit et discuté lors de la conférence internationale au siège de l'UNESCO par rapport à la reconnaissance des compétences. Alors, c'était dans le cadre d'une séance parallèle à laquelle on était invité pour discuter justement du sujet des micro-certifications. Pour commencer, il faut être conscient que les employeurs aujourd'hui ne cherchent pas des diplômes, ils veulent des compétences, des preuves concrètes, vérifiables et actualisées. Ça, il faut noter, c'est essentiel.
Et c'est à partir de cette tendance de choix que les microcertifications entrent en jeu. Bon, je vais passer le point qui a été évoqué, les définitions des microcertifications, des microcrédits, parce que ce n'est pas essentiel. On est dans un monde de définition où il n'y a pas une définition claire pour chaque approche ou chaque chose dans la formation au niveau de l'enseignement supérieur. Alors, je vais parler de la question pourquoi les microcertifications aujourd'hui. Plusieurs facteurs expliquent leur montée en puissance. La pandémie, comme a été évoquée par Mme Marouane, la pandémie de Covid-19 a généralisé l'apprentissage en ligne et nous a appris que la formation pouvait être flexible, à distance, parfois asynchrone, sans perdre nécessairement en qualité. Le numérique a rendu possible une diversité de formats, d'accès et de ressources pédagogiques. Troisièmement, le marché du travail évolue très vite. Alors, de nombreuses professions nécessitent aujourd'hui une mise à jour constante des compétences, parfois sur des cycles de quelques mois. Ensuite, les apprenants eux-mêmes ont changé. Ils sont plus autonomes, parfois déjà actifs, en reconversion ou engagés dans une démarche de développement personnel. Par rapport au pilier des microcertifications, j'ai parlé le matin de la transparence et de la confiance et la transférabilité. Ce sont des valeurs essentielles pour garantir la qualité de l'enseignement par rapport à ces microcertifications. Les défis à relever. Si le potentiel est énorme, les défis sont toujours aussi importants. L'apprentissage en ligne est une chance, mais pas tout le monde ayant cette possibilité d'accès à cette formation en ligne. La reconnaissance institutionnelle est encore floue dans de nombreux pays. Trop souvent, la microcertification est perçue comme une formation de seconde zone, de second degré. Il faut inverser cette logique. Ce n'est pas une alternative défavorisée, c'est une nouvelle voie officielle et complémentaire par rapport à la formation traditionnelle. La gouvernance est essentielle dans cette formation pour garantir la pertinence, la qualité, l'équité, et il faut un encadrement clair, des normes partagées et une coordination entre les acteurs nationaux, régionaux et internationaux. L'assurance qualité, je souligne la qualité de ces formations. L'assurance qualité ne peut pas être négligée. La multiplication de l'offre peut conduire à une dilution de la valeur si des standards rigoureux ne sont pas mis en place. À propos des questions clés pour l'avenir, plusieurs questions doivent encore guider nos réflexions. Quel est le bon format pédagogique pour une microcertification? Est-ce qu'une formation purement en ligne, présentielle ou hybride? Parlons-nous d'étudiants ou d'apprenants? Ça se voit quand on parle toujours d'apprenants. L'étudiant, il peut avoir cette formation, mais avec une formation guidée et orientée par des structures officielles. Cette distinction n'est pas anodine. L'apprenant peut être actif, adulte et en reconversion. Il n'entre pas forcément dans les modèles classiques de l'enseignement supérieur. La question suivante, comment assurer l'équité? Comment éviter que les plus connectés soient les seuls à en bénéficier? Quel coût pour une formation en microcertification? Qui la finance? L'individu, l'employeur ou l'État? Et surtout, comment garantir que cette formation soit pertinente? Dans ce cas, il ne suffit pas d'offrir des modules. L'essentiel que cette formation réponde à un besoin réel du marché de l'emploi. Pour finir, je dirais une opportunité à ne pas manquer. Nous devons reconnaître que les microcertifications font désormais partie intégrante de la formation supérieure et continue. Elles permettent une acquisition rapide de compétences, une meilleure insertion professionnelle et une reconnaissance à l'international si elles sont bien encadrées. Une chance équitable pour les publics éloignés du système formel.
C'est un instrument d'une stratégie mondiale pour moderniser les systèmes de l'enseignement supérieur et non une simple tendance passagère. Pour conclure, nous disons que les microcertifications sont une réponse concrète, flexible et inclusive, mais elles ne réussiront que si nous travaillons ensemble avec trois caractéristiques ou exigences. Disons, une vision claire, deuxièmement, des cadres partagés et surtout une langue commune, pas au sens linguistique, mais au sens d'une compréhension mutuelle de ce que nous voulons construire ensemble. Voilà ce qui a été discuté et dit lors de cette réunion dans le cadre de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur. Merci. Un grand merci pour vos applaudissements. Alors, donc, un grand merci Sisami, pour ces éléments clés donc, de réflexion, en fait, parce que vous avez donc parlé pas mal de choses, donc, et peut-être une structuration générale, donc comment élaborer donc, comment on pourra élaborer un cadre de microcrédit, micro-certification. Vous avez parlé de ce qui est flexibilité de la formation, accessibilité au emploi, apprenants donc, qui sont en train de changer, l'apprentissage en ligne, la connaissance, l'équité, la gouvernance, la qualité, donc l'évaluation, une vision claire et surtout un langage commun, une langue commune. Voilà beaucoup de choses. Donc, c'est pas un résumé. Bien sûr, donc, je vous remercie donc, Sisami, donc, pour ces éclaircissements qui nous mènent à penser en fait de façon plus profonde dans l'aspect du microcrédit, micro-certification. Voilà, je passe maintenant donc, à Madame Olfa Lalimi, donc notre invitée du ministère de formation professionnelle. Et chère Madame Olfa, d'après donc, ce que donc, j'ai trouvé, donc, vous avez donc chapeauté l'élaboration d'un cadre national de certification en formation professionnelle. Donc, Madame Olfa, en quoi le cadre national donc, de certification en formation professionnelle a-t-il donc aidé à réduire le chômage des apprenants? Donc, c'est ma première question. Et par la suite, si tu veux, donc, si vous voulez, donc, je vais passer à la deuxième question. Merci. Merci tout d'abord pour l'invitation, assister à ce cadre candidat et partager avec vous un peu notre vécu pour la formation professionnelle. Donc justement, je suis directrice des normes de formation et de l'habilitation des centres de formation. Donc l'habilitation, c'est un peu l'équivalent de l'accréditation. Et aussi, j'ai travaillé sur tout un programme pour la mise en place du cadre national de certification en Tunisie par rapport au niveau de la formation professionnelle. Et ça sous-entend toute une ingénierie à mettre en place, ingénierie de construction du diplôme, de curricula. On parle d'habilitation des centres, d'autres termes c'est l'accréditation, c'est le mot exact, accréditation. Et on parle de la validation des acquis d'expérience, des micro-certifications. Et aussi, je travaille sur le développement d'un répertoire national des compétences et des certifications de la formation professionnelle, avec interopérabilité sur le plan national avec le RTMC, le référentiel tunisien des métiers compétences, et l'ESCO sur le plan européen, c'est la nomenclature européenne des aptitudes, des compétences, certification et profession. Et aussi, je suis point focal du ministère de la formation professionnelle au niveau des travaux pour le développement du cadre continental africain et aussi sa mise en place. C'est un travail qui se fait pour avoir l'équivalent du cadre européen des certifications. Donc déjà, on a eu notre cadre au niveau de notre continent. Voilà, donc par rapport à la question, le CNC, en fait, la Tunisie a choisi l'intitulé la classification nationale des qualifications, parce que peut-être des fois on entend CNC, d'autres fois on entend la CNQ. Ça a été choisi, ce terme-là, mais réellement il s'agit d'un cadre national de certification. C'est un outil national qui est très important. La Tunisie a été parmi les premiers, c'est le premier pays pour le monde arabe, c'est le deuxième après l'Afrique du Sud à avoir promulgué ce cadre-là en 2009. Et c'est sous forme d'une grille. C'est une grille, une sorte de matrice qui couvre un peu les diplômes délivrés par l'ensemble des départements responsables du développement de
savoir le ministère de l'Éducation, le ministère chargé de la formation professionnelle et le ministère chargé de l'enseignement supérieur et recherche scientifique. C'est un cadre avec 7 niveaux, qui a été présenté par Mme Kautel, et avec des descripteurs. L'atout de ce cadre-là, surtout, c'est l'alliance entre niveau et descripteurs. On a des descripteurs. Pour la Tunisie, le choix a été fait pour 6 descripteurs. On parle de CARA, qui sont en complexité, adaptabilité, responsabilité, autonomie. Ça, c'est les descripteurs du monde du travail. Et on parle de savoir-faire et comportement. Et ça, c'est les descripteurs pour le monde de la formation. Parce que c'est très important que toutes les parties prenantes qui interviennent dans le champ de développement de ressources humaines parlent le même langage. Et ça, c'est devenu un outil primordial international. Chaque pays doit disposer de son propre CNC. C'est très important parce que déjà d'un côté, les ministères responsables des diplômes doivent parler le même langage, parce que les ressortissants du ministère de l'Éducation sont en fait nos apprenants, sont les étudiants d'enseignement supérieur, et pourquoi pas dans le futur, nos ressortissants aussi seront les étudiants d'enseignement supérieur. On parle de la formation tout au long de la vie. Donc c'est très important lorsque on est, c'est-à-dire en développant un peu les curricula et les diplômes, les acquis correspondent un peu aux prérequis demandés. Donc ça, c'est d'un côté par rapport au département, mais aussi pour parler le même langage avec le monde du travail. Lorsqu'on parle de niveau 3, le niveau 4, de BTS, master, licence, un peu dans le bac, on peut parler de tout et de rien. Et on dit toujours que les professionnels veulent le mouton à 5 pattes. Donc là, il faut vraiment le monde professionnel identifie son besoin et on est là pour répondre à ce besoin-là via des outils. On parle de plusieurs outils, entre autres le CNC. Le CNC aussi, ça permet, comme je l'ai dit, ça favorise la formation tout au long de la vie, étant donné que ces descripteurs sont fondés sur les acquis d'apprentissage. Et ça a été cerné dans le monde un peu de développement de compétences qu'on peut acquérir, on peut maîtriser des compétences via 3 cadres, soit le cadre formel, soit le cadre informel, soit le cadre non formel. Donc du coup, il faut développer des curricula, des référentiels de formation, d'évaluation, de certification. Les compétences doivent être formulées en termes d'acquis d'apprentissage. Pourquoi ? Surtout pour se rapprocher davantage du monde du travail et pour pouvoir mettre en place la VAE, parce qu'avant, le CNC, on avait des curricula, surtout pour la formation professionnelle, on a tout un centre d'ingénierie, c'est le CNFIF, c'est le Centre national d'ingénierie et de formation de formateurs. On a des conseillers qui sont très reconnus en matière d'ingénierie. Là, on développe nos curricula, c'était des compétences pédagogiques. Donc, c'est des modules de formation. Avec les modules de formation, un candidat VAE ne s'y retrouve pas. Donc, on a été obligé de revoir notre ingénierie, de développer des référentiels qui permettent aussi bien c'est-à-dire de former dans le cadre classique, que aussi de former et d'évaluer tout d'abord les candidats VAE et compléter un peu ce qui leur manque en termes de formation, dans la logique de la formation tout au long de la vie, avec les micro-certifications. Lorsqu'on parle de CNC, on parle d'assurance qualité, on parle de partenariat, on parle de gouvernance. Ça, c'est par rapport au plan national. Et par rapport à l'international, ça, c'est un outil aussi très important pour la reconnaissance mutuelle de nos certifications au niveau régional. Entre autres, on parle du cadre européen des certifications. Donc là, ce qui est permis à la Tunisie, c'est la comparaison, parce qu'on n'a pas droit au référencement. Pour les autres pays, on parle d'un travail pour un référencement, c'est liaison entre niveaux de notre cadre par rapport au niveau du cadre européen des certifications, mais de l'autre côté, par rapport à notre cadre continental africain, puisqu'on appartient au continent africain, donc on a droit à un référencement par rapport à ce cadre-là. Je partage avec vous le cadre européen de certification, c'est un cadre avec 8 niveaux, 3 descripteurs. Le cadre continental africain, c'est un cadre à 10 niveaux avec 4 descripteurs. Voilà, donc ça c'est un peu par rapport c'est-à-dire à
le rapprochement par rapport au monde du travail, mais il y a encore du travail à faire, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on a tout un processus d'identification des besoins, mais on cherche peut-être à mettre en place des commissions sectorielles pour instaurer un langage en commun, parce qu'il faut les espaces de communication, de concertation et de prise de décision autour des compétences qui font l'objet, c'est-à-dire de tout individu. Ça pourrait être c'est-à-dire des futurs apprenants, des travailleurs, des demandeurs d'emploi, les professionnels, bien sûr, qui demandent des personnes reconnues, c'est-à-dire des compétences qui sont reconnues. Il y a beaucoup d'outils, on parle de veille, de prospective, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup. La dernière des choses, c'est que l'idée de faire lier le RTMC avec le répertoire des diplômes, parce qu'en fait, au niveau de la boucle, au début, notre client, c'est un demandeur de formation, et aussi, c'est le marché du travail, en tant que département de formation professionnelle. Donc on est là pour répondre, parce que la logique, auparavant on parlait de répondre aux besoins du marché du travail, maintenant on répond aux besoins du marché du travail, besoins de la société, besoins de la région et besoins de l'individu. Par rapport à tout ça, surtout on a gardé l'entreprise et l'individu. Il faut que ces deux clients s'y retrouvent par rapport à notre démarche. Donc au début, il y a tout un travail d'ingénierie qui se fait avec l'analyse de la situation du travail, c'est des enquêtes réalisées auprès des entreprises pour définir un peu leurs besoins. Il y a le référentiel de certification qui est développé, qui est logiquement validé aussi par les professionnels. Après, on passe à un référentiel de formation, un référentiel d'organisation de ressources. Ça, c'est des référentiels qui sont utiles pour l'accréditation et aussi pour l'évaluation et aussi pour la VAE. Donc, au début, c'est l'apprenant avec le marché du travail. Après, une fois l'apprenant, il est sorti de notre département, il détient un diplôme, il devient un demandeur d'emploi. Donc, de l'autre côté, ça vient l'ANETI, en tant qu'Agence nationale d'emploi et du travail indépendant, pour faire l'intermédiation et le matching entre les diplômés et le besoin encore du marché du travail. Donc, on parle d'individus en tant que demandeur d'emploi, et on parle, c'est le même marché du travail qui est des deux côtés. Donc, c'est très important d'harmoniser un peu les concepts, d'harmoniser les outils. Eux, ils parlent métier compétences, nous aussi, on parle métier compétences, donc c'est très important. Ça, c'est un travail aussi très prometteur qu'on va faire dans le cadre du PASS. Oui, merci beaucoup, madame. Donc, c'est très important ce que vous avez dit donc, et sur l'approchement. Donc, vous avez parlé de tout ce qui est cadre national de certification, du cadre européen de certification. Et je vous dis donc ce classement il a un langage commun, et en fait, ce sont des standards. La standardisation, on parle de standardisation pour pouvoir travailler à l'international. Parce que ces langues-là sont très importantes pour tout ce qui est mobilité, tout ce qui est donc, échange, tout ce qui est projets internationaux. Donc, on les voit souvent dans les appels à projets Erasmus+, et je crois que c'est la même chose pour les autres projets, appels à projets internationaux. Donc, Madame Wolf, donc, il y a une deuxième question, mais je vais elle va être poser cette question à M. Mounir Ayedi, donc, puisque ça nous intéresse d'avoir les questions du ministère, en fait. Voilà. Madame Leslie, donc la deuxième question, c'est du ministère de l'enseignement supérieur au ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. Vous avez parlé du RTMC, référentiel tunisien métier et compétences. Notre question, à quel stade vous êtes maintenant dans l'élaboration de ce RTMC, parce qu'il est important pour les établissements pour qu'ils puissent monter les formations. Il y a un travail important qui a été fait en 2019-2020 par l'ANETI avec l'appui de nos amis en France, mais le RTMC qui a été fait ne couvre pas les domaines universitaires, les diplômés de l'université. Aujourd'hui, je sais qu'au ministère de l'Emploi, il y a un grand travail, un grand chantier qui a été fait. Malheureusement, je crois que le RTMC ne sera pas prêt avec la campagne d'habilitation des établissements. Parce que pour monter une formation, on a besoin de voir quels sont les métiers en Tunisie et quels sont les métiers à l'international. Si vous avez une idée sur cette question. Alors, sincèrement, parce que là, je fais partie du département de la formation professionnelle, parce que vous savez, lorsqu'on parle, on dit le ministère chargé de la formation professionnelle, parce qu'il y a tout un département, il y a aussi le département de l'emploi. Mais le fait de faire déjà relier ces deux outils, c'était l'initiative de la formation professionnelle. D'accord ? Par rapport à ça, on a eu l'occasion d'inviter l'enseignement supérieur et toutes les parties prenantes. On a eu un grand atelier 11 et 12 février. Et on a invité même l'enseignement supérieur pour
fois présenter un peu l'annuaire de l'offre de formation universitaire, et aussi le RTMC, notre futur outil, parce qu'on a un outil qui est un peu modeste et on envisage de le faire évoluer. Ce que je sais, c'est que le RTMC, il est en cours de révision. D'accord? Ça a été révisé, et justement parce qu'ils ont invité la direction générale de la rénovation universitaire, mais pas notre direction générale qui est presque l'équivalent c'est-à-dire de la direction générale de l'enseignement supérieur. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment à quel stade, parce qu'ils ont prévu que ça soit validé en 2025 pour qu'il entre en vigueur, parce qu'il y a tout un travail de mise en place au niveau des bureaux d'emploi. Voilà, mais on envisage de le faire réviser dans la logique du PAS, parce que déjà, le RTMC par domaine, et nous parlons secteur de formation. Vous voyez, même le terme certification et diplôme, on n'a pas la même compréhension. Donc déjà, il y a tout un chantier d'harmonisation. Et justement, là, je souhaite, c'est de travailler davantage entre formation professionnelle et enseignement supérieur. Parce que, tout à fait, parce que là, les niveaux qui sont 1, 2, 3, 4 de la formation professionnelle, c'est des niveaux, parce que ça, à la base, c'est une formation académique qui vise des métiers. L'enseignement supérieur aussi, c'est une formation académique qui vise des métiers avec, bien sûr, la recherche scientifique. Donc, il y a beaucoup de points en commun. Là où sincèrement, j'ai vu, parce que j'ai eu l'occasion de travailler, comme je l'ai dit, dans le cadre continental africain, ça couvre presque 44 pays de notre continent. Là où les systèmes avancent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'harmonisation entre formation professionnelle et enseignement supérieur. Chacun il a ses spécificités, mais il faut vraiment d'autres outils qui rapprochent et pour que nous parlons le même langage en termes d'accréditation, en termes de contenu de formation, en termes d'information, d'orientation, en termes de certification, en termes de VAE, de micro-certification. Donc c'est très important. Parce que vous accréditez, je pense, les programmes. Nous parlons d'accréditation des établissements de formation, entre autres appliqués. C'est très bien. Donc, c'est très important d'harmoniser, de partager, parce que ce sera vraiment très bénéfique. Et merci. Merci Madame Wolfa, merci Sylvie pour la question pertinente. Et donc, je passe rapidement à Madame la professeure Najwa Benamara, doyenne de l'université de l'ISO, Sousse. Et Madame Najwa, ma question pour vous, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous. Alors, Madame Najwa, comment les écoles nationales d'ingénieurs en Tunisie pourront intégrer les microcrédits dans les parcours académiques face aux exigences internationales pour l'accréditation des formations d'ingénieurs? Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Najwa? Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame Esquif, pour l'invitation. Et je suis ravie et honorée de participer à ce panel. Donc, dans la formation d'ingénieur, et comme dans tous les autres parcours, nous travaillons dans un cadre exigeant. Donc là, pour les écoles d'ingénieurs, ce cadre, il est fortement lié aux standards internationaux et aux organismes d'accréditation comme la CTI, donc là en France, ou l'AIE aux États-Unis, ou encore l'ASIL en Allemagne. Et comme vous savez, la majorité des écoles nationales d'ingénieurs publiques ou privées ont choisi le label européen OLEX. Donc là, qui est délivré par les agences membres de l'INAE. Ces instances ne posent pas directement les microcrédits ni les micro-certifications, mais elles valorisent fortement tout ce qui est ouverture de parcours, on l'a vu dans les différentes interventions, la flexibilité, la personnalisation, la transparence des acquis d'apprentissage. Et c'est là que les micro-crédits deviennent intéressants. Il pourrait permettre, par exemple, d'ajouter des modules spécialisés de courte durée, ce que nous avons vu à travers différentes présentations, ou réponse aux besoins des entreprises, comme la cybersécurité, l'AI, la gestion de projets agiles, etc. Ou encore de faciliter la mobilité de nos étudiants, ce qui est très très important. Donc là, un étudiant qui valide un microcrédit dans une autre école ou dans une autre université, donc là, il pourrait l'intégrer dans son parcours, et donc là, c'est très valorisant. Un autre exemple, c'est de mieux préparer nos diplômés
on a mis donc là, c'est dans la deuxième question. On a lancé le scoop. Donc, les microcrédits constituent un levier pédagogique, je pense, qui pourrait certainement enrichir nos formations tout en restant cohérent avec le référentiel d'accréditation. Donc là, comme cela a été précisé notamment par Mme Kapp, en Tunisie, ni les microcrédits, ni les certifications ne disposent encore d'une reconnaissance officielle. Donc là, dans nos textes réglementaires et leur intégration jusqu'à présent, elle relève des démarches innovantes, pédagogiques, d'expérimentation, en attendant, j'espère, un cadre juridique légal. Pour résumer, il n'y a pas vraiment de... Oui, merci beaucoup, Madame Najma. Donc, vous avez parlé du contexte mondial compétitif, c'est très intéressant. Et voilà, donc je passe à la deuxième question, en fait, Madame professeure Najma. Donc, on a entendu parler donc, durant des mois d'Open Badge, tout ce qui est donc l'initiative Open Badge. Et d'après mes connaissances, vous avez donc commencé cette initiative au niveau de l'UNISO, au niveau de l'Université de Sousse. Donc, et donc c'est une collaboration avec le réseau des IZ, c'est ça, et avec votre établissement. Est-ce que vous pouvez nous en parler et peut-être c'est une ouverture qui pourra donc, être initiée pour tous les établissements, et on pourra commencer à parler de microcrédits qui sont donc le commune, ou bien donc des compétences de commune, peut-être. Voilà. Merci pour cette question. En fait, nous avons eu une très belle expérience avec le réseau des 24 lycées. 25 avant. Je pensais que c'était 24. C'est l'explication. Alors, donc là, une expérience sur l'utilisation des Open Badge. Et si vous permettez, je vais rappeler ce que c'est que l'Open Badge. L'Open Badge, c'est aussi l'exigence de la courte durée. On a comme étant un critère, le microcrédit, que ce soit une formation académique, on va retrouver les définitions de l'Open Badge. Donc là, c'est une attestation 100% numérique. 100% numérique qui reconnaît des compétences d'une réalisation ou d'un engagement. Donc là, c'est une image dans laquelle on va insérer des métadonnées qui sont vérifiables. Ça pourrait être un nom, ou ça pourrait être le nom, le prénom, des informations sur le porteur du badge, et puis la compétence qui est validée. Nous avons encore parmi les données qui sont insérées dans le badge, l'organisme, le nom de l'organisme émetteur qui va attester de cette compétence. Et l'idée, c'est de valoriser à travers ces Open Badge, au-delà des notes et des diplômes, c'est des compétences spécifiques, transversales, pourraient être formelles, non formelles ou informelles, donc qui sont développées par toute personne. Alors bien sûr, dans notre expérience, dans notre projet, c'est on cible plus les étudiants, mais ça pourrait être également dans un contexte universitaire, des enseignants, les administratifs et nos partenaires socio-économiques, entre autres. Donc là, ça pourrait être pour nos étudiants leur participation à des hackathons qu'on va valoriser à travers ce badge, leur engagement dans les clubs, les projets associatifs. On sait que nos étudiants sont de plus en plus actifs. Donc là, on veut valoriser toutes ces activités, les compétences techniques acquises dans des ateliers courts, lors des stages, dans leurs projets de fin d'études, les soft skills, et ça c'est très important, donc là, surtout à travers les formations assurées par les 4C, donc là, on peut les valoriser à travers l'attribution d'un Open Badge, et donc nous donnons à travers cet instrument une visibilité numérique et internationale aux compétences qu'ils peuvent les partager sur leur profil, LinkedIn, leur CV numérique, et cela intéresse beaucoup les employeurs, et c'est ce que nous voulons, donc là se rapprocher le plus des recruteurs. Et là, c'est dans le cadre d'un projet dont j'ai l'honneur de piloter. Donc c'est le projet Badgeant notre université. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre la DGRU,
l'AGET et avec l'appui de l'Institut français Tunisie. Donc là, ce projet, son objectif ultime, c'est de développer un SPOC, un Small Private Open Course, qui introduit les open badges, mais également sensibilise à leur utilisation et aide à leur conception et leur génération. Donc nous avons mené une première expérience en 2024 où nous avons invité surtout les directeurs des 4C de toutes les universités tunisiennes et de tous les ISEP. Donc là, c'était une première expérience qui a abouti à une première version du SPO. On a fait l'évaluation, on a reçu les feedbacks de tous les participants et puis on a relancé dans une deuxième expérience et c'était uniquement avec le réseau des ISEP. Et tous les directeurs des ISEP, tous les directeurs des centres 4C avec, selon l'ISEP, soit on a eu la présence des collègues directeurs des études des stages ou même des directeurs de département. Et dans les 3 ateliers, parce que ça a été organisé dans 3 ISEP, l'ISEP de Zamouen et l'ISEP de Gersa et Toulouse. Et donc là, dans ces ateliers, on a introduit les open badges, mais également on a des ateliers pratiques pour la génération d'open badges. Et nous sommes très heureux. Et il y a plusieurs collègues qui sont en train maintenant d'implémenter cet instrument dans leur établissement. Pardon madame, il a été diffusé officiellement, donc il est fonctionnel maintenant. Fonctionnel officiellement, en fait, ça dépend de l'établissement s'il veut adopter ou pas. Nous avons essayé de communiquer sur cet instrument, de montrer son importance et surtout pour la valorisation des compétences de nos étudiants. Et donc là, c'est à l'établissement de choisir s'il adopte ou pas ce mécanisme. Alors, juste parce que la question a été posée plusieurs fois, pourquoi les ISEP? En fait, les ISEP disposent d'abord tous, ils disposent d'un 4C. Et puis, ça couvre tout le territoire tunisien. Donc là, pour nous, ça permet d'avoir une étendue, une diversité d'étudiants issus de différentes régions. Donc là, c'est très important pour nous d'avoir une perspective variée sur l'implémentation de cet outil. Et puis, il faut dire la vérité, notre collègue, la directrice générale de la JET, elle a montré beaucoup d'intérêt à ce mécanisme. Elle a suivi tous les ateliers et elle a été la première à recevoir l'open badge, le premier badge que nous avons délivré. Donc là, c'était très important pour nous que le premier responsable soit engagé. Donc là, ça va lui garantir certainement la réussite. Alors, du projet. Donc là, nous avons déjà commencé à délivrer, faire des expériences pilotes au sein de notre école, l'École nationale d'ingénieurs ressources. Il y a une première expérience avec l'école doctorale sciences et ingénierie. Donc là, il y a eu des premiers badges qui ont été délivrés. Mais là, maintenant, nous avons officiellement soumis une proposition à l'école doctorale pour intégrer le sport dans le cadre de la formation doctorale et pour attribuer des crédits qui valoriseraient le suivi de cette formation. Et puis, dans le cadre des formations qui sont assurées par le Fab Lab de l'UNISO, nous avons délivré des open badges pour les étudiants et comme étant des Fab Lab makers. Donc là, ça commence à tourner. Et là, maintenant, j'espère que le sport qui sera communiqué à la fin de ce mois, il est prêt. C'est une première fois que je lance le teaser d'introduction du sport. Mais d'ici la fin septembre, il sera mis à la disposition de tous et j'espère qu'il sera adopté dans les différents établissements de notre université. Voilà, merci beaucoup Madame Najwa Kankana, merci à vous. C'est très intéressant, l'initiative d'adjoint notre université et en fait c'est une fierté pour notre université qui est en train de suivre les nouveautés internationaux et d'essayer d'innover et d'être en actualité. Donc un grand merci pour ce projet, pour vous Madame Najwa d'avoir chapeauté ce projet avec le ministère, avec les 25 ISEP. Je passe maintenant, donc, tout ce qu'on a parlé, donc, on parle de la science, qualité, gouvernance,
monsieur, je m'adresse à monsieur Anis Ras, donc de l'agence tunisienne de l'accréditation, donc nationale de l'accréditation. Et donc, monsieur Anis, donc, un grand merci d'être avec nous, donc la famille. Alors, ma première question. Est-ce que vous êtes en train de montrer? Monsieur Anis, donc, les mécanismes d'assurance qualité sont nécessaires pour valider les micro-certifications? C'est ma première question. Et donc, la deuxième question, donc, je vous laisse la liberté de répondre donc, à ces questions. La TIA peut-elle accréditer des formations courtes et quels sont les défis à relever? Merci. Merci, Sianis. Merci, Madame Leslie. Donc, nous avons deux questions. Deux questions qui nous ont été posées par Madame Leslie. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les collègues pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous et de participer avec les chers professeurs, amis et collègues. Donc, les mécanismes d'assurance qualité par rapport à l'immunocrédit ou bien les micro-certifications. Donc, on parle de quelque chose un peu spécifique. Donc, c'est-à-dire, on est appelé à mettre en place des mécanismes d'assurance qualité un peu spécifiques par rapport à ces formations courtes, par rapport à ces enseignements, par rapport à ce type d'apprentissage. Mais je dois il y a tout d'abord un socle qui un socle commun. On va parler tout à l'heure, madame dit on doit parler le même langage. On doit parler le même langage, donc on doit disposer d'un standard, on doit disposer d'un référentiel. Ce référentiel doit être l'élément de base pour l'ensemble des critères et des références à la base desquels nous devons s'assurer de la conformité par rapport à plusieurs aspects qui touchent à ces micro-crédits. Nous avons le contenu pédagogique, mais nous avons principalement les compétences visées. Ce standard-là, bien évidemment, est le plus important. C'est ce que ce référentiel nous permet ici de positionner ces micro-certifications ou bien ces micro-crédits dans un niveau de qualification reconnu. Et aussi assurer une certaine comparabilité par rapport à d'autres programmes ou formations dispensés et assurés dans d'autres écoles. Comme a dit tout à l'heure, madame. Et bien évidemment, ce standard doit être le socle pour l'assurance qualité interne aux établissements d'enseignement supérieur et universités qui visent à dispenser de ce service de microcrédit ou bien de micro-certification, ainsi que pour les agences d'évaluation externe qui sont appelées à mener des évaluations ou bien des accréditations pour s'assurer et pour reconnaître ce type de formation microcrédit ou bien micro-formation. Une fois on a ce socle commun, donc on est maintenant au niveau de l'université, on est au niveau d'établissement d'enseignement supérieur. Donc, on doit disposer d'un processus attestant de la fiabilité de ce type de formation et qui reflète et qui nous permet de s'assurer que ces formations reflètent clairement l'ensemble des compétences acquises. Ce processus-là, bien évidemment, il doit comporter l'identification d'ensemble qui se base bien évidemment sur un suivi d'indicateur et aussi principalement sur le collecte d'informations et sur le feedback, le retour d'informations de qui? Les apprenants, les apprentis et aussi les enseignants ou bien les formateurs et bien évidemment des employeurs et des professionnels et du marché du travail et pour assurer une continuité dans l'amélioration de ces formations courtes ou bien de ce service dispensé en matière de micro-certification ou micro-crédit. En troisième étape, vient les agences qui sont en charge de l'évaluation et de l'accréditation et par rapport à cette formation spécifique de micro-crédit ou micro-certification, donc ils doivent assurer une évaluation ou bien accréditation. Bien évidemment, cette évaluation qui nous en elle va se baser sur ce standard qui a été prédéfini par rapport à l'ensemble des critères. Donc, un niveau de pertinence et d'efficacité doit être jugé par rapport à certains aspects.
le contenu du programme, la qualification des enseignants ou bien des formateurs qui vont assurer ces formations-là, et aussi par rapport à la satisfaction du besoin et attente du marché du travail. Pour résumer, par rapport à cette première question, qu'un bon système d'assurance qualité pour les micro-certifications nous permet non seulement de garantir la valeur de cette formation, mais aussi de faciliter sa reconnaissance en premier lieu et sa comparabilité, tout en soutenant l'amélioration continue. Et par rapport au mécanisme d'assurance qualité lié à ces micro-entités. J'ai eu la deuxième question. Mais le cadre qui nous a réunis aujourd'hui, c'est important. Et le point très important. Allez, qui nous a permis, avec Mme Kauser, vous avez dit de savoir Kauser, nous a permis d'examiner l'ensemble des cadres réglementaires existants. On fait conférence d'ouverture avec Mme Sabine, qui nous a permis aussi de nous explorer un peu les bonnes pratiques observées dans notre contexte. Dans le cadre du panel, on a aussi exploré un peu les possibilités, comment intégrer ce dispositif dans notre contexte ou bien dans notre système national d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Et d'ailleurs, le contexte est où j'ai appris beaucoup de des collègues de l'école présents dans le panel. Mais il est clair, l'humain est en Europe et dans le monde. L'évaluation et l'accréditation des microcrédits, donc, on peut largement répandu, mais il est assez développé. Il est assez développé par plusieurs agences. Bon, j'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé une agence allemande qui est active dans le domaine de l'accréditation institutionnelle et des programmes de formation, dispense ce service-là. Et il est affiché clair et net dans son site web qu'elle offre ce service ou bien cette prestation d'évaluation et d'accréditation de micro-certification. Donc, déjà, on voit bien que c'est assez développé. Parallèlement, en Afrique, il y a des initiatives qui ont permis de mettre progressivement en place la facilitation de mobilité des étudiants, la reconnaissance mutuelle des qualifications. Et des Gradèches, dans le cadre d'un projet, ou bien d'une initiative que nous avons contribué quelque part dans l'une de ces composantes. Ce projet-là, c'est le projet ou bien l'initiative HAQE3. Il s'agit de l'harmonisation de l'assurance qualité et de l'accréditation dans l'enseignement supérieur africain. Dans ce cadre-là, il y a un système de transfert de crédit africain qui a été développé. Mais comment les agences d'évaluation profitent de ce dispositif de micro-certification. N'est-ce pas, les pays africains, il est clair que ce processus de validation et d'évaluation de micro-certification reste peu clair plutôt, ou bien en cours de développement. Donc, revenons dans le contexte tunisien. Je vais aller rapidement, on va prendre 2 minutes. Le contexte tunisien, donc aujourd'hui on dispose d'une agence tunisienne qui est chargée de l'évaluation et de l'accréditation. Donc la mission principale de l'INRA liée à l'accréditation, c'est l'accréditation institutionnelle et l'accréditation des programmes de formation. Et il n'empêche qu'elle pourra aussi être active en matière d'évaluation et d'accréditation par rapport à ce dispositif un peu spécifique lié aux micro-certifications ou bien aux micro-crédits. Mais ça devrait avoir un ensemble de prérequis. Donc il nous faut des prérequis nécessaires pour pouvoir dispenser, pour pouvoir mener ce service d'évaluation ou bien d'accréditation de micro-certification ou micro-crédit. Donc il fallait tout d'abord renforcer l'assise réglementaire liée à ce type de formation, en vue d'une reconnaissance par l'université, aussi d'une reconnaissance par le marché du travail, et aussi ce renforcement de l'assise réglementaire permettra de garantir que ces micro-certifications puissent être dispensées ou bien proposées, ou bien largement proposées par les universités, et aussi dispensées par des prestataires externes spécialisés dans le domaine en dehors de l'université.
matière, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? On doit disposer d'un standard adapté à ce type de formation et qui va être un élément de base pour l'évaluation. Il est aussi crucial et important de disposer aussi de comités d'auditeurs, d'évaluateurs qualifiés et multidisciplinaires, bien formés et qui sont mandatés par l'agence d'évaluation afin de garantir la fiabilité et la crédibilité de ce processus d'accréditation. Donc, en résumé, il est indispensable d'avoir un renforcement de la saisie documentaire, disposer d'un référentiel adapté et disposer d'experts auditeurs et évaluateurs qualifiés. À la fin, on peut dire, ce qu'il ressort clairement à la fin, que la mise en place d'un processus d'accréditation pour les microcertifications ne sera pas seulement un outil pour mieux répondre aux besoins immédiats du marché du travail, mais aussi une opportunité pour renforcer la crédibilité et la visibilité dans notre système d'enseignement supérieur et de recherche, et surtout l'inscrire pleinement dans la dynamique internationale. Et je vous remercie. Donc, il est très clair l'important rôle de l'ATA avec le ministère pour la mise en place d'un cadre pour les microcrédits et microcertifications. Merci pour tout, les informations que vous avez données. Je passe maintenant à l'ouverture de l'université sur le monde socio-économique et particulièrement je passe à notre invité, cher invité de l'ITUCA, monsieur Rachid Chimli, du bureau exécutif national de l'ITUCA. Monsieur Rachid, bonjour à vous et merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et ma question pour vous, mes questions pour vous, monsieur Rachid. Est-ce que les employeurs recrutent sur la base de certification? Et la deuxième question, quelle garantie assure la qualité de recrutement fondée sur les micro-certifications dans le secteur privé? Merci. Merci. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette séminaire. Je suis très heureux et honoré d'être présent pour donner nos suggestions en tant qu'UTUCA. Excuse-moi, je vais commencer par une information concernant le répertoire métier. L'UTUCA a réalisé 4 répertoires métiers dans différents secteurs, le secteur agroalimentaire, le secteur de chimie, le secteur de mécanique et le secteur des énergies renouvelables. Et ça, c'est fait avec l'appui technique et financier de nos partenaires danois. En plus, à l'UTUCA, nous avons créé des unités d'appui à la formation et à l'emploi. Ces unités, leur rôle, c'est d'être à côté de l'entreprise et du milieu académique et du milieu professionnel. Donc, nous, en tant que UTUCA, nous sommes convaincus que, ensemble, le monde universitaire, le monde de formation, avec le monde de l'entreprise, on peut réaliser des programmes, on peut réaliser des formations pour que le jeune soit plus dans l'emploi. Je reviens vers votre question, est-ce que les employeurs recrutent sur la base de certification? Bon, les employeurs, les entreprises, généralement, elles recrutent sur la base de la compétence. Mais elles rémunèrent sur la base du diplôme. Et ça, il faut penser que ces certificats doivent être obligatoirement rentrés dans tout ce qui est convention collective. Donc, parce que pour avoir le cadre juridique pour que ces certificats, ces micro-crédits doivent être, on trouve un cadre juridique pour la rémunération. Mais ces micro-certificats, ces micro-crédits, ces certificats vont donner plus d'employabilité à nos jeunes et plus d'employabilité pour que l'entreprise, elle cherche des compétences spécifiques dans différents secteurs.
comme j'ai dit, on a fait une expérience en 2012 jusqu'à maintenant avec notre partenaire Swiss Contact. C'est des formations de cours avec un appui technique et financier du ministère de la formation professionnelle. Cette expérience a donné ses fruits, car on a réalisé toutes les étapes pour réussir cette expérience. On a, premièrement, les programmes qui sont que construits avec le monde professionnel, avec l'appui de l'ingénierie de formation du CNAFIF. On a formé les formateurs et on a formé les évaluateurs qui sont du monde professionnel. Et lorsque l'évaluation se fait par les professionnels, donc on garantit plus l'employabilité de ce jeune. Donc on résume, l'UTICA, elle est dedans. Donc nous sommes très convaincus par la démarche de formation de courte durée, des certificats par compétence ou par un genre de compétence, car pratiquement il faut changer le modèle de scolarisation de l'enseignement vers un modèle de la professionnalisation de la formation. Et merci. Et bon appétit. Donc, j'ai une petite question pour vous, Rachid, donc si vous permettez. Donc, vous avez dit que vous formez donc, des formateurs et médiateurs du monde professionnel, donc du monde c'est de la part du ministère de formation professionnelle, c'est ça? Et pour le monde de l'enseignement supérieur, c'est quoi l'interaction avec l'enseignement supérieur? Pratiquement, les évaluateurs qui sont formés, ce sont des entrepreneurs. Donc, ce sont des chefs d'entreprise et qui sont formés avec le CNAFIF, qui sont certifiés pour évaluer chacun dans son domaine. On a pratiquement le domaine de bâtiment, le domaine des énergies renouvelables, le domaine de mécanique automobile et le domaine de l'électronique et l'électricité. Donc, pratiquement, c'est 5 fédérations qui ont formé des évaluateurs pour évaluer les candidats qui sont formés en collaboration avec le ministère de la Formation dans les centres de la TFP. Et nous sommes prêts à collaborer, bien sûr. Notre partenaire stratégique, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Et on a fait beaucoup de licences construites, des masters construits. Donc, on est pratiquement en collaboration étroite avec le ministère. Oui, c'est très important dans ce point-là. Donc, voilà. Un grand merci à vous, M. Rachid, pour ces éclaircissements et pour votre intervention. Donc, peut-être on va donc, ouvrir un peu les questions. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être 5 questions en plus? Donc, le micro. Merci tous les panélistes. Donc, pour tous les ajouts et surtout donc, les interventions très riches. J'ai une petite question à poser à mon collègue et ami, donc si Anis Hassan. Nous avons deux référentiels à l'Agence tunisienne de l'évaluation et de l'accréditation à l'état actuel des choses. Et tu me corriges. Donc, le référentiel pour l'accréditation institutionnelle et le référentiel pour l'accréditation formative. Est-ce qu'on peut donc se doter, certainement que je vois personnellement que c'est le travail de l'agence, est-ce qu'on peut encore se doter d'un référentiel pour l'accréditation des certificats? Ou on peut, autrement dit, rentrer dans le cadre, puisqu'il s'agit toujours de quelque chose d'académique, est-ce qu'on peut toujours rentrer dans le cadre ou sous le chapeau du référentiel de l'accréditation programmative?
Merci beaucoup. Effectivement, par rapport à l'évaluation et l'accréditation, un référentiel d'accréditation est en cours de développement institutionnel au niveau des instances de gouvernance et consultatives de l'agence tunisienne d'évaluation et d'accréditation pour mener à bien les missions d'évaluation institutionnelle. Et évidemment, il y aura certainement sur ce volet d'accréditation un développement de référentiel dédié à l'accréditation des programmes de formation. J'ai eu les microcrédits. Donc, l'évaluation ou bien l'accréditation de ces microcrédits, ça ne va pas sortir de l'ordinaire, il est presque similaire à une évaluation ordinaire classique d'un parcours de formation. Cependant, elle tient en compte de certaines spécificités par rapport au contenu pédagogique, par rapport à la courbe projet et par rapport à la traçabilité qu'a dit Mme Leïla tout à l'heure, et par rapport à plusieurs aspects de transparence et d'autres aspects nécessaires. Mais rien n'empêche, si le besoin est exprimé et le cadre réglementaire et procédural le permet, nous pourrons bien sûr rentrer avec l'ensemble des parties prenantes dans ce dispositif d'évaluation et d'accréditation des microcrédits ou bien des micro-certifications. Voilà. Merci beaucoup, Yanis. Une deuxième question? Merci, je remercie tous les panélistes, toutes et tous les panélistes pour ces interventions. Ma première question s'adresse à Simir. Aujourd'hui, la micro-accréditation, à mon avis, peut servir comme une brique, en quelque sorte, dans le programme de formation. Une brique essentielle. Un programme de formation, il peut devenir dans le futur proche comme une collection, une construction de plusieurs briques. Dans les briques, chaque brique, c'est une micro-certification. Est-ce que éventuellement, dans les programmes d'habilitation, on peut considérer ça comme une directive très importante, surtout qu'il y a un indicateur que le Forum international de l'emploi dit que la durée de vie, le lifetime, des compétences demandées dans le marché sont rendues autour de 18 mois. Donc, si 18 mois, c'est la durée de vie de la compétence demandée dans le marché, alors que notre cycle de réhabilitation est de 3-4 ans, donc réellement garder un cycle d'habilitation et réhabilitation qui est rattaché au programme, réellement, intrinsèquement, ça crée du chômage. Le diplômé, qui est un diplôme qui est habilité jour J, et après 3-4 ans, il continue à être donné, en réalité, les compétences sont volatiles, donc sont rendues plus courtes que la durée de développement des programmes. Donc, je crois que nous avons la micro-accréditation, c'est un levier important, donc je vous prie d'accélérer la mise en place du cadre juridique réglementaire, etc. Ma deuxième question, c'est pour M. Samir Bécha, c'est que nous avons peut-être aujourd'hui une opportunité de réduire les coûts de l'enseignement supérieur. Et on sait que notre ministère coûte à peu près 1,5 milliard sur les fonds publics. Je veux dire 1,5 milliard en dinars en public. Donc, et nous avons des milliers d'étudiants qui redoublent chaque année. Et lorsqu'ils redoublent, l'État investit dans chaque année supplémentaire. Donc, l'État investit pour refaire toute une année. Alors, avec un système de micro-crédit, et si le programme est structuré d'une façon d'être crédit, on peut imaginer qu'on devrait peut-être arrêter cette logique de faire redoubler les étudiants parce qu'ils n'ont pas eu la moyenne de 10, etc. et aller construire sur l'esprit des crédits et des microcrédits. S'il a réussi son microcrédit, il a à refaire juste les microcrédits qu'il n'a pas réussi. Donc on peut imaginer, concevoir le système d'enseignement supérieur d'une manière différente, bénéfique
financièrement pour l'État, mais aussi bénéfique pour les familles qui dépensent une année supplémentaire sur leurs enfants chaque année qu'ils refont l'année. Merci. Pour répondre rapidement à la première question, les certifications déjà, la plupart des certifications, la durée c'est 2 ans. C'est-à-dire après 2 ans, l'organisme qui donne la certification ne reconnaît pas. Il faut repasser ou bien aller à un autre niveau. Donc je pense que pour l'habilitation universitaire, c'est vrai que la durée qu'on donne c'est 4 ans, mais ceci n'empêche pas la possibilité pour les établissements, au cours de ces 4 ans, de proposer des ajustements. Voilà, c'est une possibilité qu'on offre jusqu'à maintenant. Bien sûr, il faut argumenter et tout ça avec le dossier, et c'est les commissions nationales sectorielles qui décident. Mais c'est vrai qu'il est important qu'aujourd'hui, au niveau de la construction des offres de formation, qu'on parle essentiellement de compétences et non pas uniquement de notes, non pas uniquement d'évaluation à base d'examens, de sessions principales, sessions de rattrapage. Il faut, et là je le demande à mes collègues enseignants, avant de demander quelque chose aux étudiants, il faut qu'on se remette en question notre façon d'enseigner, notre façon de travailler la pédagogie. Il faut que tout ça se fasse collégialement. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des équipes pédagogiques qui travaillent. Il faut qu'on arrête que le professeur, le fameux corps A, qui a le cours, les DD, les assistants, les DD, je ne sais pas quoi, tout ça doit être transformé. Il faut qu'avant d'accabler les étudiants, il faut que les enseignants, les établissements se remettent en question d'une façon continue. Je ne vous cache pas, nous travaillons avec beaucoup d'écoles françaises. Chaque année, 2 années, ou bien ils changent le nom de l'école, ils changent le nom de l'université, ils se mettent ensemble, c'est en perpétuel changement. En Tunisie, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu une grosse campagne d'habilitation. Il y a des licences qui datent de 2019-2020. Ceci devient insupportable. D'un autre côté, la question chômage. Vous avez évoqué le chômage. La faute n'incombe pas uniquement au ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a aussi l'étudiant qui doit être au centre de la formation. C'est à lui aussi de concevoir son projet professionnel, de monter en compétences, d'aller chercher les certifications en ligne, gratuites. Il peut utiliser l'Open Batch, qui est gratuit pour le moment. Il y a d'autres types de certifications comme Pro, Sélectif et tout. Donc il y a tout un travail qui doit se faire au niveau de l'université, mais tout ceci, n'oubliez pas que l'université récupère un produit, éducation nationale, où on n'a pas tout à fait la main. Et on nous demande pour les licences, en 3 années, de former quelqu'un prêt à être, à travailler le TICA, vous voulez quelqu'un opérationnel tout de suite. Je suis désolé, c'est très compliqué à faire. Voilà, donc il y a tout un travail. J'espère que le magistrat mettra tous les ministères ensemble pour travailler pour une réforme durable et toujours en mouvement. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec votre proposition. Un étudiant qui redoute parce qu'il n'a pas eu ses crédits dans un module, dans quelques matières, dans n'importe quelle spécialité, alors il pourrait renforcer, appuyer ses formations dans un parcours de microcertification. Mais il faut attendre avant tout que tout cela soit réglementaire, institutionnalisé, clair, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des textes juridiques pour garantir bien sûr la qualité. On parlait tout à l'heure d'accréditation, d'évaluation qui doit être par rapport à un standard international pour avoir une reconnaissance internationale, qu'on soit aligné avec ce qui se passe dans le monde. Je suis tout à fait d'accord. Il faut aller dans ce sens avec une très grande vitesse parce que les formations et les genres de formation et de métiers changent quotidiennement et c'est nécessaire et très légitime de penser de cette manière, de cette approche. Alors je soutiens
votre proposition. Mais il faut dire, les certifications ne sont pas des formations nouvelles. Ça date de 20 ans. Et tout le monde donne ces petites formations ciblées, personnalisées, mais la plupart ne sont pas valorables. Pourtant, leur importance, c'est leur impact sur la formation des apprenants, disons. Merci pour votre question. Une autre question, madame, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Depuis tout à l'heure, j'ai cité, je dois prendre la parole ou pas. Là, je vais le faire. Tout à l'heure, madame Rousseau, vous avez dit que les microcrédits, c'est très intéressant, mais il faut faire très attention à sauver les licences. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les étudiants qui n'ont pas de moyenne, ils ne peuvent pas se rattraper en faisant du cinéma ou la cuisine ou je ne sais pas quoi. Donc, on ne joue pas avec les licences. La base de l'enseignement supérieur est une base de qualité. Si nos étudiants sont reconnus, je ne sais pas où, c'est parce que tout simplement, ils ont une formation sérieuse. Par contre, et là j'y tiens, par exemple, c'est vrai, nous avons beaucoup d'options. Je suis pour un plus grand nombre d'options et des options qui permettraient aux étudiants de s'ouvrir sur le monde. Je suis étonnée que ce matin, personne n'ait invité l'UGTT, que personne n'ait invité l'UDC, l'Union des diplômés chômeurs. Nous avons commencé à travailler en 2009. Personnellement, j'ai rejoint en 2012 tous les travaux de l'UDC et les travaux de l'UGTT sur les problèmes des diplômés chômeurs. Parce que vous voyez, nous sommes tous assis. J'adore l'intervention de l'UTICA. On a travaillé avec l'UTICA, on a travaillé avec Connect. Ce sont des gens du terrain qui savent ce qu'ils vivent. Et nous sommes là, nous en discutons. Mais quel est notre vrai problème? C'est que les étudiants, les chômeurs ou les futurs chômeurs ne sont pas là. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai le mauvais rôle, je vais prendre la parole. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai des travaux qui datent de 2012, 2013, 2014, ainsi de suite. Je vais lire pour que vous soyez. On a, et ça c'est un texte de 2015, 4 documents consensuels de base. Au moins ont été produits entre juin 2013 et janvier 2016, avec tous les acteurs impliqués dans le système universitaire. Nous avons le plan d'action stratégique, le projet de réforme promesse, le plan national de l'entrepreneuriat et le plan quinquennal de développement 2016-2020. Et j'ai plein d'autres choses. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est qu'à partir de tous ces travaux, on en a des traces au ministère. L'UGTT a des traces. L'UDC est là. Et je suis sûre que l'UTICA en a aussi. Qu'est-ce que je dois vous dire? J'ai adoré votre travail. 2012, j'ai commencé à travailler. Et vous avez raison. Mais vous n'êtes pas parti de rien. Vous êtes parti d'un travail qui a précédé. Et vous avez utilisé des documents qui existent. Pourquoi on ne fait pas la même chose? C'est une question qu'on a posée plusieurs fois. Je dois vous dire autre chose. Et là, je l'ai écrit là, bien. You, pour le futur, tout ce que nous sommes en train de dire est très bon. C'est vrai. Ces formations qui sont des formations sclérosées doivent être dépassées. Il faut l'ouverture sur le monde. Oui, mais moi, j'ai mes étudiants qui sont déjà chômeurs. J'ai des docteurs qui sont chômeurs. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire pour ces étudiants? Certains, et c'est SEMI-REC, ont déjà rejoint formation professionnelle. Eh oui, madame. Et j'en ai qui ont fait même cuisine. Et je l'ai rencontré, mon étudiant, il travaille, il est chef cuisinier. Il m'a même invité à dîner. Je passerai chez toi. Pourquoi je vous le dis? Parce que ce qui est magnifique ici, c'est que ça va peut-être aider les futurs
vous demande, et je l'ai dit tout à l'heure à Nasri, si vous êtes d'accord, on peut contacter l'UNICEF et on essaye de trouver quelque chose, des micros, je ne sais pas, est-ce que les microcrédits fonctionneraient à ce moment-là pour eux? Ou bien juste pour les aider dans des formations courtes pour pouvoir travailler. Ce que je vous demande, c'est que quand nous aurons terminé, on ait réellement des réponses pragmatiques pour le futur, et c'est parfait, et aussi pour rattraper un peu ce qui s'est passé, enfin les dégâts, le coup des yeux qu'on n'a pas jeté sur de vrais rapports qui existent depuis très longtemps. Et merci beaucoup. C'est une réflexion, je crois. Bon, si vous permettez, s'il n'y a pas d'autres questions, ou bien on pourra échanger lors de la pause déjeuner. Je vous invite à fermer la session de questions au panel. Voilà. Une seconde, j'arrive. بارك الله فيكم على السيمينار باش نخرج هي في دقيقه وعسرت تقريبا ونتكلم بالعربي مباشره. واحنا مقدمون على جامعه تونسيه على الاصلاح في Est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord? عبد المجيد العريض مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه زاد ديريكتور زاد دونك الاصلاح انا نتصور الجامعه التونسيه ماهيش مقدمه على مستقبل ما تعرف منه حتى شيء وخارج عن سيطرتها تماما. ولا هي جايه زاده من تاريخ والحاضر ما عادوش لها حتى شيء. دونك اما ثم حاجات لازم تتحسن، من بينهم هذه زاد الانفورماسيون في الفورماسيون وفي التعليم. دونك لا المستقبل ما نعرفوه الجو وخارج عن السيطره ولا اللي نعملوا فيه تو زاد ما عادش يصلح باش تحطوا هذا. دونك اما التحسين ضروري وواجب. ثم درك وسيز لازم نقصوا معاهم شويه. صحيح هما في الكابيتاليزم اكاديميك موجودين كما ما همش اساسيين سوليد. مثلا الكومبيتونس تصلح 6 اشهر ولا جمعتين ولا 3 اشهر ولا عام ونص. ثم دي كومبيتونس تاع يوليو قيم بطبيعتهم انه قدرك توصف وتحلل وتفهم المشكل يتغير اما طريقه مباشره فهمانه تقريبا هي بينها السيطرات. دونك انه الكومبيتونس تصلح عام ونص ولا شهر ولازم نخمم في حاجه اخرى ساتيا با بالصحيح انه صحيح الوصف واحد صغير باش يوصف قدوس مش كيما فيترينير باش يعملوا عمليه سي ديفيرون. لازم العلم والتطور مطلوب ولكن ثم برشا حاجات باهيه وبرشا حاجات قاعده تصلح ولازم نحضر. الحاجه الثانيه التشغيل ماهوش دور الجامعه وحدها، دور السي المجتمع، دور الشركات، دور الوكيكات. لازم انت زاد تطور شركاتك وتكبرهم باش يستوعبوا الجامعه، لانه احنا ماناش متاكدين اللي تخرجوا من الجامعه ما همش يصلحوا، لانه ما لقاوش فرصه اكسبيريمونتاسيون. يحتمل نخرجوا اينشتاين وما نجموش نخدموه، مش معنى اينشتاين خايب، مي اللون وراء الشركه بيتها الكابيتال بيتو عندنا تقريبا فاميلي معناها هكا نوسيون فاميليال وصغير والإلارات دونك ما نحملوش الجامعه اكثر مما تحتمل، نخلوا الامل عندنا. المستقبل يتغير ويتطور كما تخلقت الدنيا من عهد ادم الى يوم النسيان وباش يزال يتطور، ولكن نعمل فيه مازال برشا مفاتيح يحلوا برشا جبال. وشكرا لكم. Merci pour cette réflexion et voilà donc je remercie tous nos chers donc éminents experts donc panélistes pour les réflexions donc toutes ces réflexions, les interventions inspirantes et je vous invite tous à une photo de groupe s'il vous plaît avant de passer à la pause déjeuner. Donc je prie Madame Sabine donc pour laisser